Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Michel Caillet. Michel Caillet est porte-parole du MFR, qui est le mouvement fédératif roman. Donc on va vraiment s'intéresser à ce mouvement, quelles sont en fait ses missions. On a vu, je pense que beaucoup de personnes ont vu les lettres passer. Mais tout d'abord, je vais commencer cette discussion par deux citations qui, je pense, vont guider notre discussion. Alors la première, c'est celle qui est présente sur le site justement du MFR, qui est celle-ci. La vérité est si obscurcie en ces temps, et le mensonge si établi, qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. De Blaise Pascal. Et la suivante est de Simone Veil, avec un W, je précise. Partout, l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'opération de la pensée. C'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Et pourquoi j'ai commencé par cette citation? Parce que je pense que nous sommes à bien des égards gouvernés par le mensonge. Et de plus, on nous force à être pro-russe, pro-Ukraine, pro-vaccin, anti-vaccin, etc. Et il n'y a plus de place à la nuance. Alors, tout d'abord, cher Michel Caillet, est-ce que vous pourrez peut-être nous présenter le MFR, quels sont ses buts et en fait, quelle est la finalité de ce mouvement? Alors, merci beaucoup pour votre invitation, Xavier, premièrement. Et puis oui, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit avec le mouvement fédératif roman. Alors c'est un mouvement très jeune puisqu'en fait nous n'avons même pas une année. Nous avons fondé le mouvement fédératif roman au mois de mai 2022. En fait, c'est un petit peu suite à ce qui s'est passé avec les ADC. Moi, j'étais à l'époque pour les deux premiers référendums contre la loi Covid et j'étais porte-parole des Amis de la Constitution pour la Romandie. Et puis après le 28 novembre 2021, il y a eu un petit peu de, je dirais, un certain flou artistique chez les Amis de la Constitution. Et j'ai senti que pour moi, c'était le moment de quitter. Et comme il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait un besoin en Suisse romande de vraiment de créer du lien entre toutes les personnes qui s'étaient battues pendant ces deux référendums, qui se sentaient un petit peu laissées pour compte après ce 28 novembre, parce qu'il n'y a plus rien il y a plus rien eu d'autre, rien n'a été fait. On n'a même pas remercié ces gens qui s'étaient vraiment démenés. Je me suis dit, bah là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, avec un groupe de différents résistants, eh bien, nous avons fondé le mouvement fédératif roman qui visait, enfin, qui vise toujours d'ailleurs à, comme son nom l'indique, fédératif, à fédérer spécialement en Romandie, fédérer déjà tous les collectifs qui existaient. Vous avez le collectif parents, vous avez le Réinfo Santé, enfin, il y en a divers de ces collectifs que vous pouvez retrouver sur notre site. Vous verrez le nom de ces collectifs partenaires. Donc déjà de les remettre ensemble, de nous permettre de faire des actions en étant tous ensemble. Et je pense que ce qui était très important, c'était vraiment de refaire ce lien entre tous ces collectifs et toutes ces personnes qui s'étaient tellement démenées. Ça, c'est un des buts du mouvement fédératif roman. Mais également, notre but, c'est également de faire des actions, de proposer des actions ou de faire des courriers, on en a fait beaucoup. Donc, de s'intéresser à ce qui se passe dans l'actualité et de réagir. Et nous réagissons en tant que porte-parole du citoyen. C'est un petit peu, nous sommes la voix du citoyen roman pour l'instant. On aimerait bien d'ailleurs devenir un peu plus international, ça serait national et international, ça serait encore mieux. Mais là, nous portons surtout la voix des Suisses romands qui s'interrogent sur beaucoup de sujets. Et je crois que nous rencontrons un certain succès de plus en plus, bien que notre mouvement soit très jeune. Voilà. Est-ce qu'on peut être membre de ce mouvement ou comment ça se passe? Alors, vous pouvez aller sur notre site et vous pouvez vous abonner. Donc, vous êtes abonné au mouvement fédératif roman comme vous vous abonneriez à un journal, ce qui fait qu'on ne va pas vous relancer l'année d'après si vous ne voulez pas vous réinscrire, vous ne vous réinscrivez pas. Ça vous donne accès à un certain nombre alors, de documents. Pour l'instant, on les a tous mis publics, les documents, mais il y en aura peut-être certains qui seront... il va y avoir des choses qui vont être faites par la suite dont je ne peux pas encore parler maintenant. Et ça, ce sera peut-être seulement pour les personnes qui sont abonnées. Vous pouvez nous demander des services parce qu'en fait, si vous regardez notre petit logo, on voit qu'on
on, on représente le citoyen, que ce soit au niveau juridique, ça c'est un peu ma partie, au niveau de la santé, au niveau, même au niveau des loisirs. Vous pouvez, nous, si vous avez des questions, nous les envoyer ces questions. Alors, soit on va y répondre parce qu'on peut y répondre, soit si nous ne savons pas y répondre, on peut vous diriger vers des spécialistes qui pourront vous donner un coup de main suivant les problématiques que vous rencontrez. Donc, en fait, on est abonné. Très bien. On va maintenant s'intéresser justement à ces lettres. Mais tout d'abord, pourquoi choisir le format de lettres alors que nous sommes dans une époque où plus personne ne lit? Bon, ce sont des lettres et des mails, mais je crois que c'est très important, même si plus personne ne lit. Enfin, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si plus personne ne lit. Je me pose quand même la question. Euh, Mettre ça sur du papier, ça me paraît important vraiment de l'écrire et de garder cette trace écrite parce que c'est bien joli tout ce qui est dans le virtuel, mais je pense que c'est aussi important d'avoir vraiment, nous on a des dossiers, tout ce qu'on fait, on a la partie bien sûr euh, virtuelle si on veut, enfin numérique, et puis on a également euh, tous ces dossiers, ce sont des dossiers qui commencent à devenir de plus en plus grands et on garde chaque document, ceux que nous écrivons et aussi ceux que nous recevons. Et ça, ceux que nous recevons, c'est encore plus important parce que quand on reçoit des documents, des réponses en retour, que ce soit du Conseil fédéral ou de l'Office fédéral de la santé publique, etc., tout ça, c'est extrêmement précieux et c'est à garder dans des classeurs bien surveillés. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de continuer à utiliser le papier. Puis bon, le papier, est-ce que c'est pas plus agréable de lire un livre et de feuilleter plutôt que de regarder un écran? Je pense qu'avec tous les livres qu'il y a derrière vous, j'imagine que vous êtes assez d'accord avec moi. Tout à fait d'accord, justement. Puis surtout, l'avantage aussi des textes, c'est qu'ils ne changent pas dès qu'on les imprime, dès qu'on les a justement en format papier. On a déjà vu plusieurs fois des versions changées sur un même article en ligne. Alors maintenant, on va s'intéresser justement au dernier article en date, sauf erreur. C'est justement l'article sur le VEF, sur le World Economic Forum. Et en gros, le contenu de cet article, c'était le fait que c'était plutôt scandaleux que le VEF soit accueilli en Suisse, qui plus est aux frais des contribuables, et que d'une certaine manière, nous étions un pays neutre et que nous ne devions pas accueillir un tel événement. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi le MFR s'oppose au VEF de manière générale? Alors en fait, cette problématique du web, on en a déjà, il y a eu un premier courrier l'année dernière pour la précédente édition qui était en mai 2022, où déjà à l'époque, on avait écrit un courrier non seulement au Conseil fédéral en lui parlant de la venue du web, mais également à M. Klaus Schwab. Et je vais vous expliquer brièvement pourquoi aussi à M. Klaus Schwab. Les deux se rejoignent de toute façon. Donc, à l'époque, M. Schwab, en mai 2022, bon, c'est toujours le cas pour janvier 2023, mais bon, commençons par le commencement, il avait invité toute une panoplie de personnes et il avait expressément dit qu'il bannissait les personnes venues de Russie. Voilà, donc tous les Russes étaient bannis de son événement. Donc là, on se trouve avec une problématique particulière parce qu'en en fait, c'est discriminatoire. Donc, on a écrit en ce sens au Conseil fédéral en disant, mais écoutez, dans notre pays, la discrimination n'a pas cours. Monsieur Schwab, sur notre territoire, sur le territoire suisse, qui est un territoire neutre, euh, bannit des ressortissants russes. Donc, nous, on estime que, un, il y a un problème de discrimination, ça, c'est M. Schwab qui directement peut être accusé de discrimination. Et puis, deuxièmement, il y a un problème au niveau de la neutralité. Parce que, bon, si on est un pays neutre, on ne peut pas accepter que sur notre territoire, on fasse une discrimination pareille. Ça n'est plus être neutre, c'est vraiment prendre parti pour, là, pour l'Ukraine, au détriment des ressortissants russes. Donc, il n'y a pas d'égalité de traitement. Et c'est très gênant en termes de neutralité. Alors, on a écrit tout ça et on a reçu une réponse, alors pas directement du Conseil fédéral, mais du département des affaires étrangères
qui nous a dit, mais non, non, il n'y a aucun problème, ni avec la discrimination, ni avec la neutralité, parce que c'est un événement privé. D'accord, j'entends bien effectivement que on a le droit, si on crée, si j'invite quelqu'un chez moi, j'ai le droit de dire qui je veux avoir chez moi, qui je ne veux pas avoir chez moi. C'est tout à fait compréhensible. Mais bon, on se trouve quand même confronté à un autre problème, c'est que, admettons que c'est un événement privé. Alors pourquoi, moi je pose la question, et beaucoup de Suisses se posent cette question, pourquoi la Suisse met un service de sécurité hallucinant pour cet événement privé? Normalement, si vous faites un événement privé, même si c'est d'une certaine ampleur, c'est à vous d'assurer la sécurité. Alors, encore que la Suisse assure la sécurité, ok, mais alors, qui va payer la facture? C'est la question qu'on pose. Et puis bon, on se rend bien compte qui paye la facture, eh bien, c'est le contribuable suisse. Contribuable suisse qui, lui, si vous voulez aller vous balader à Davos pendant le World Economic Forum, ça va être très compliqué. Vous n'allez pas pouvoir y aller. Vous allez être refoulé. Vous ne pouvez pas aller faire un petit tour en montagne ces jours-là parce que tout est barricadé. Il y a 5000 hommes. On a réussi. 5000 hommes, c'est énorme. Je crois qu'on ne se rend pas compte. La France n'arrive pas à faire une chose comme ça aussi rapidement et elle a une armée de métier. Et nous, c'est parce qu'on a une armée de milices qu'on peut mettre 5000 hommes pratiquement du jour au lendemain pour protéger cet événement. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a cette protection-là. Et puis, il y a aussi tout l'espace aérien. Ça coûte des millions, des milliards, c'est plutôt en termes de milliards qu'en termes de millions, pour protéger l'espace aérien suisse. De nouveau, pour cet événement privé. Donc, là, on se trouve dans cette problématique. Et c'était l'objet de notre troisième courrier, c'est-à-dire celui du mois de janvier, où je leur disais, ben voilà, la question, est-ce que c'est un événement privé? Donc, dans ce cas-là, effectivement, on ne parle pas de neutralité, on n'est pas gêné, pas de discrimination. Limite que la Suisse s'occupe de la sécurité, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est les organisateurs du WEF qui payent l'addition de tout ça? Bon, si ce n'est pas le cas, alors on se pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment un événement privé et pas plutôt un événement officiel. Il faut aussi ajouter que M. Alain Berset est allé, et pas que lui, hein, mais notamment lui, il est allé faire un petit discours avec M. Schwab. J'ai pas eu l'impression que c'était un événement privé. Il y avait vraiment un caractère officiel à cet événement. Donc voilà, c'est la question que je me pose, que le MFR se pose et que je pense beaucoup de Suisses se posent. Vous avez eu une réponse depuis cette dernière lettre ou pas? Non, rien du tout. Pas, bon, on a envoyé ça début janvier. Bon, faut pas être pressé, hein, ils ont beaucoup de choses à faire plutôt que de nous répondre. Mais vous pouvez en être sûr, il y aura une relance qui sera faite si nous ne recevons pas de réponse. Je dirais d'ici une dizaine de jours, s'il n'y a pas de réponse, on va redemander. Oui, non, mais c'est sûr que c'est 5000 hommes, puis je pense que c'est sans compter aussi toutes les polices qui sont engagées des divers cantons pour la protection justement de Davos et des alentours, parce que l'événement aussi génère beaucoup d'intérêt et surtout il y a eu des manifestations, donc il y a des gens qui dérangent, donc ça aussi génère des coûts supplémentaires, puisqu'il y a des personnes qui s'opposent à ce genre d'événement, notamment on a vu des gens dans les villes de Zurich et aux alentours détruire des choses, bloquer des routes, etc., etc. Et ça, c'est aussi des coûts qu'il faut ajouter encore aux frais du contribuable. Alors maintenant, on va s'intéresser justement au deuxième sujet de lettre, qui est justement l'Ukraine et ses drapeaux en Suisse. Donc là, justement, on a un peu évoqué la Suisse et sa neutralité. Alors maintenant, il y avait un autre courrier qui expliquait comme quoi ce n'était pas acceptable qu'il y ait des drapeaux ukrainiens, par exemple, devant une mairie ou sur des lieux publics. Pourquoi s'opposer à cela? Et à une époque justement où tout le monde doit se montrer visiblement solidaire envers l'Ukraine. Alors, juridiquement, il y a une loi hein, pour disposer les drapeaux. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Mais en fait, c'est repris par des règlements cantonaux et communaux. Donc, en fait, c'est assez large. Chaque commune peut un peu faire ce qu'elle veut, hein, plus ou moins.
Alors donc nous, on n'est pas allé en disant dans notre lettre, on ne dit pas: «Écoutez, vous avez pas le droit de faire ça», parce qu'en fait, ils ont le droit de le faire, hein. Donc et puis ça m'aurait étonné que des communes ou des cantons se permettent de faire ce genre de choses s'ils ne pouvaient pas le faire. Donc ça, c'est une chose de sûre. Par contre, on peut se poser la question, est-ce que c'est très opportun de le faire? Et par rapport à la prétendue neutralité suisse, vous voyez, je dis même plus neutralité, je dis prétendue neutralité suisse, est-ce que ça pose pas un problème? Alors, j'avais dit que c'était pas très dans le courrier, on m'a dit que c'était peut-être pas très judicieux de faire ce genre de choses, que ça pouvait choquer les citoyens. Alors, si on veut respecter la neutralité, soit on met, alors mettons le drapeau suisse et puis avec à droite le drapeau ukrainien et à gauche le drapeau russe. Bon, c'est OK, c'est OK. C'est pas très judicieux, mais c'est OK. Le mieux, c'est de mettre aucun drapeau, de mettre que le drapeau suisse. Et puis comme ça, l'affaire, quelque part, elle est réglée. Et en fait, on nous a répondu à côté, parce qu'on a envoyé ça à beaucoup de communes, à des villes, aux villes, aux cantons, aux communes. Et puis en fait, on a reçu quelques réponses, hein. La plupart, ils ont mis ça sous le tapis et ils se sont pas occupés. En disant qu'en fait, ils étaient libres de faire comme ils voulaient. En gros, c'est ça. On nous a rien répondu plus. Et quant à l'opportunité de le faire, ça, je peux vous dire qu'il y a eu zéro réponse, hein. Là, il n'y a personne qui s'est mouillé, qui a dit oui, nous, on pense que. Non, non, rien du tout. Personne ne s'est mouillé. Personne n'a dit oui, non, mais il faut absolument être pro-ukrainien. Ça, je ne l'ai pas entendu, je l'ai pas lu. Toujours est-il qu'il y a des drapeaux, il y a eu des bâtiments où il y avait le drapeau ukrainien, point barre. Donc, si ça, c'est pas une prise de position en faveur de l'Ukraine alors qu'on est un pays neutre, je ne parle pas parce on va tout de suite dire oui, mais bon, dans le reste de l'Europe, oui, mais le reste de l'Europe, ils ne sont pas neutres, ce pas des pays neutres. Donc, ils font ce qu'ils veulent et s'ils veulent être pro-ukrainien, pro-russe ou pro-autre chose, ça les regarde. Mais nous, en tant que Suisse, avec la neutralité, c'est extrêmement choquant. Et je pense que ça choque énormément de Suisses et de plus en plus ce problème de neutralité. D'ailleurs, on voit que ça va qu'en empirant, puisque maintenant, on en est même à dire que on va peut-être livrer des armes à l'Ukraine. Bon, ça va vraiment très loin, parce que là, on ne peut plus parler de neutralité du tout. Parce que si même on en vient jusqu'aux armes, comment voulez-vous encore parler de neutralité? C'est plus Non, ça, possible. ça, en effet, ce serait extrêmement grave. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, comme ça me permet aussi de rebondir sur le sujet précédent. Il y a le commandant de corps Thomas Susli qui a fait part de son souhait de renforcer les liens et la collaboration avec l'OTAN. Je ne sais pas si vous avez vu aussi Oui, dernièrement. oui, j'ai vu ça. Non, mais bon, là, quelque part, j'ai plus de mots, hein, quand j'entends un truc comme ça. On n'a vraiment plus de mots. Euh, bon, l'OTAN, il y a déjà la Suisse qui est au Conseil de sécurité maintenant, on ne sait pas très bien ce qu'elle y fait non plus. Euh, voilà. Et puis, alors, on n'est pas dans l'OTAN, mais je sais pas, quand on voit tout ce qui se passe, on est très proche, en tout cas. C'est sûr. Après, euh, peut-être l'avantage de la situation actuelle, si j'ose dire, c'est que la plupart des communes qui ont mis un drapeau ukrainien l'ont fait plutôt pour un côté d'image, c'est-à-dire être bien vu par la presse, par les médias, par des citoyens qui ont plutôt des tendances de gauche, on pourrait dire, bien pensantes. Ça pourrait aussi très vite retomber, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de fond, ce n'est que de la surface. Euh, oui, toujours est-il que c'est pas très malin. Même, oui, on peut comprendre l'idée de vouloir soutenir, on va dire, on va être très gentil, on va dire, c'est de vouloir soutenir le peuple ukrainien qui souffre, parce que ça, il n'y a aucun doute quand il y a une guerre, et l'idée n'est pas de prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais quand il y a une guerre, c'est le peuple qui souffre, hein. Donc, oui, ok, alors on leur accorde ça, je veux bien, mais on va quand même à l'encontre de fondamentaux euh, de la Confédération suisse. C'est fondamental, la neutralité pour la Suisse. C'est dans son ADN, on va dire ça comme ça. Euh, à l'heure actuelle, je ne vois pas comment c'est possible de dire encore que la Suisse est neutre. Et je pense que c'est cette notion. Bon, alors ça fait déjà fort longtemps qu'elle a été très, très écornée. Mais alors là, maintenant, je crois que quelque part, la messe est dite, hein. La neutralité suisse. Non, mais On je est pense même, que
On voit les pays européens, moi je vois, j'ai des amis dans différents pays européens, mais ça les fait doucement rire, la neutralité suisse, hein, mais, et je comprends, parce que ah, vous êtes neutre, oui, ok. En fait, la Suisse suit l'Europe. On l'a constaté depuis 3 ans. Bon, c'était déjà le cas avant, il y avait énormément de dispositions européennes qui sont dans le droit suisse, mais depuis 3 ans, alors il y a une accélération, et la Suisse, c'est vraiment copie copie ce que font les voisins. Voilà. Enfin, Et l'Union, particulièrement, excusez-moi, oui, oui, l'Union européenne, respectivement, les Américains. alors on est d'accord, quand on va chercher un peu plus loin, je dirais que la Suisse, c'est le paillasson des Américains, hein, allons-y. Hein. Oui, c'est en effet, je trouve que c'est très juste. Euh, je ne sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose sur ce sujet par, par rapport Non, à l'Ukraine, neutralité. c'est neutralité, je pense qu'il n'y a plus personne en Suisse, ou bien vraiment, il ne faut pas réfléchir beaucoup pour dire que la Suisse est encore neutre. Et bien malheureusement, pourquoi? Parce que historiquement, le rôle de la Suisse, c'était d'offrir ses bons offices, d'offrir une terre où on puisse venir se réunir pour trouver une solution au conflit. Là, à l'heure actuelle, c'est absolument impossible. Et quand on est neutre, ça ne signifie pas qu'on n'a pas d'opinion. On peut avoir une opinion, mais d'être neutre, c'est dire, bon, voilà, toi tu penses ça, toi tu penses ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut vous aider l'un et l'autre à trouver une solution au conflit? Maintenant, c'est impossible. Quand vous êtes pris parti pour quelqu'un, vous ne pouvez plus faire ce genre vous ne pouvez plus avoir ce genre de mission. Et la Suisse, c'est une des missions qu'elle a perdues, c'est certain. D'ailleurs, les lieux de rencontre étaient à Genève. Enfin, le dernier, en tout cas, était à Genève entre Biden et Poutine. Et Poutine a dit, maintenant, je ne viens plus à Genève parce que justement, là, la Suisse n'est plus neutre. Et maintenant, je crois ils vont en Israël, sauf erreur, pour ces rencontres internationales. Oui, et puis il y a eu aussi en Turquie. Il y en a eu en Turquie, il y en a eu en Israël. Alors bon, Ou peut-être c'est la Turquie. Peut-être que je confonds, mais en tout cas, ils viennent plus en Suisse pour cette raison-là. c'est certain. L'autre sujet encore que vous avez évoqué dans les lettres, ce sont les fameuses antennes 5G. Et l'ironie en fait de ce sujet, c'est que Alain Berset avait lui-même demandé à ce qu'une antenne ne soit pas installée près de chez lui. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus? Alors en fait, oui, on a apporté notre soutien à Monsieur Alain Berset parce que c'est fantastique. Lui, il avait des antennes près de chez lui, il a fait recours et il a eu gain de cause. Extraordinaire. Je crois que c'est la seule et unique fois où il y a quelqu'un qui a eu gain de cause. Alors bien sûr, on lui a dit, écoutez, nous on a des spécialistes, on s'offre un plaisir de vous donner un petit coup de main si vous voulez aller plus loin, parce que nous aussi ça nous intéresserait. Mais là, on a eu zéro réponse. Bon, bien sûr, il y avait un petit côté un peu humoristique dans ce courrier de soutien à Monsieur Alain Berset, qui finalement s'est débrouillé tout seul. Mais quelle serait en fait, est-ce qu'il y aurait vraiment des nuisances à ces antennes 5G, puisque lui-même en fait refuserait d'en avoir près de chez lui? En tout cas, on peut se poser la question si M. Berset pense qu'elles ne doivent pas être là, peut-être qu'il pense à sa nuisance personnelle. Euh, une chose est sûre, c'est que tous les recours qui sont faits auprès de Swisscom pour pour enlever ces antennes, pour les mettre ailleurs, ça a été un échec total. Il n'y a personne qui est arrivé euh, au bout des démarches. Les lois sont faites d'une telle manière que, alors je ne suis pas du tout une spécialiste là-dedans. Je sais simplement que juridiquement, on joue sur les termes et sur les intensités, sur des choses comme ça, et on arrive à faire passer ces antennes, et tout en restant dans la norme. Parce qu'effectivement, le problème, c'est de rester dans la norme. Et les barèmes sont faits d'une telle manière qu'en fait, ces antennes restent dans la norme, alors que c'est purement aberrant. C'est vraiment jouer sur les mots et sur des choses où on n'a aucune prise, en fait. C'est des règlements, vous mettez n'importe quoi, en quelque sorte. Mais Est-ce que ça précédemment, pardonnez-moi, allez-y, allez-y. Non, non, c'est tout. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui se sont opposées, enfin, est-ce que vous savez si des personnes se sont opposées à l'installation des antennes 4G
par exemple, c'est-à-dire visiblement les versions précédentes ou pas? Mais il y a des oui, oui, mais ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui s'opposent. Alors je ne pourrais pas vous dire dans quelle commune, mais ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui s'opposent, qui ont déjà avec les 4G, qui ont manifesté, leur désaccord. Alors bien sûr qu'avec la 5G, on en rajoute une couche, hein. Non, non, ça fait fort longtemps qu'il y a des gens qui sont en désaccord avec, ce qui se passe. Mais bon, comme la 6G est déjà prévue, OK, mais ça, ce ne sont pas des choses qui doivent être votées en Suisse ou c'est des choses qui sont en fait qui peuvent être imposées? bah, elles sont imposées de par la réglementation. On si on Les lois sont votées. Il y a des lois, hein, c'est pas fait comme ça, c'est pas illégal. Il y a des lois qui ont été votées par le Parlement. Je ne sais pas s'il y a eu des référendums ou pas, parce que bon, il y a plein de lois où il n'y a pas de référendum, hein, qui passent et puis voilà, parce que sinon on n'arrêterait pas. Et puis ensuite, c'est au niveau des règlements, on peut modifier des règlements sans demander au peuple, hein. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi comprendre dans notre pays. Les lois, on peut faire quelque chose en tant que citoyen. Les règlements, le règlement découle d'une loi. Ça s'appelle un règlement, une ordonnance, ça dépend à quel niveau ça se situe. Mais on ne peut rien faire contre ces règlements. C'est des choses qui sont euh, à des niveaux inférieurs et vous n'avez pas directement d'outils démocratiques, si ce n'est des recours pour des décisions qui vous sont personnelles. C'est-à-dire si on installe une antenne 5G dans votre jardin, moi là je vais très loin, mais enfin bon, qui potentiellement peut vous créer une nuisance. Alors là, vous pouvez faire un recours. Mais c'est plus au niveau du peuple dans sa globalité, c'est uniquement au niveau de la loi. Mais dans la loi, une loi par définition, elle est générale et abstraite. Donc, bah, vous voyez bien qu'il n'y a que les grandes lignes, en quelque sorte. Et puis ensuite, on peut mettre des grandes lignes qui sont extrêmement vertueuses. Et puis ensuite, par le truchement d'ordonnances et de règlements, on peut détourner les choses. Et c'est souvent ce qui se produit. Une loi, à la base, l'idée, elle est bonne. Et puis ensuite, vous vous rendez compte qu'au final, ben, quand on va l'appliquer de manière concrète, eh bien, ça va donner des résultats qui peuvent être extrêmement pervers. Oui, en plus, surtout si vous dites que les antennes 6G, sont en cours. Moi, je l'ignorais, hein. Je savais pas qu'il y avait déjà les antennes 6G, parce que la 5G, j'ai l'impression que c'est quelque Non, chose d'assez récent. elles sont pas posées, mais Oui, oui. on est déjà, on part déjà dans la 6G, alors que les 5G sont pas encore finis d'être installés. Donc voilà, c'est sans fin quelque part. Le prochain point, donc là, qui concerne un autre courrier, c'est celui, du quadrillage du ciel. Et Ah, je pense que ça a probablement surpris beaucoup de personnes, mais j'aimerais quand même citer un petit passage d'un livre justement qui est La guerre secrète contre les peuples de Claire Séverac. Vous pouvez vous procurer aux éditions Contre-Culture. Alors, avant que des gens crient au complot et à ce genre de choses, j'aimerais citer Luc Rocordon, car je pense que beaucoup de personnes se rappellent de Luc Rocordon, qui était justement un conseiller aux États du canton de Vaud, qui était un vert, hein, et il était pas au parti des conspirationnistes. Alors, je vais lire un petit extrait. Rien d'étonnant donc à ce que, lorsqu'en juin 2007, Luc Rocordon, conseiller aux États, interpelle à nouveau le Conseil fédéral suisse. On lui répond qu'aucune activité d'épandage de substances chimiques n'est en cours et qu'aucun avion ne survole la Suisse illégalement. En Europe, du moins, cette thèse est dépourvue de tout fondement. D'une part, la pulvérisation systématique et clandestine de produits chimiques est interdite. D'autre part, la surveillance permanente dont l'espace aérien fait l'objet rend ce type d'opération pratiquement impossible. Tous les aéronefs sillonnant le ciel européen doivent respecter un plan de vol détaillé, qui plus est contrôlé par les services de la navigation aérienne. En Suisse, l'espace aérien contrôlé s'étend verticalement à 20 km. Tout avion non identifié qui y pénétrerait déclencherait une mission d'interception des forces aériennes suisses. Le Conseil fédéral ignore si les opérations chemtrail ont lieu hors d'Europe. Et j'ajouterai encore une autre personne à ce genre de conspiration, n'est-ce pas, puisque c'est le terme à la mode. Il y a aussi Sofero Franz Weber, qui était justement à l'origine de l'initiative sur l'aménagement du territoire et puis enfin, en gros, à l'arrêt de la construction de masse, pardon, qui justement lui aussi avait évoqué ce genre de sujet.
Alors, cher Michel Caillé, pourquoi aborder justement ce thème du quadrillage du ciel dans cette lettre du MFR? Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous, nous sommes la voix du citoyen. Et il y a beaucoup de citoyens qui, sans être des spécialistes, et il n'y a pas besoin d'être spécialiste, il suffit de regarder le ciel, se sont mis peut-être à regarder un peu plus le ciel qu'ils le faisaient d'habitude. Mais ça fait des années qu'on peut le constater. On voit, quand on se lève le matin assez tôt, que le ciel est vraiment quadrillé. Quand on donne notre courrier, on met quadrillage parce qu'il s'agit bien d'un quadrillage. Vous avez vraiment des lignes perpendiculaires avec des jolis carrés bien faits. Bon. Et puis, au fur et à mesure de la journée, vous vous rendez compte que au lieu de disparaître, ça pourrait carrément disparaître, hein, on imagine, si c'était de la condensation, enfin je sais pas, admettons que c'est de la condensation, puis c'est ce qu'on nous dit, c'est de la condensation. La condensation, bah, vous savez ce que c'est, ça finit par disparaître, c'est logique. Mais au lieu de disparaître, ça se diffuse et comment dire, un obscur, oui, ça laisse un espèce de voile laiteux sur tout le ciel, parfois laiteux, parfois même un petit peu coloré. Et puis très souvent, suite à ça, le temps change. Bon, voilà. Mais ça, c'est de l'observation. Ce sont des faits. On peut regarder le ciel et on peut le voir. Et comme par hasard, on voit ça, alors sur Genève par exemple, mais on le voit aussi tout d'un coup en Valais ou ailleurs, ou dans différents endroits de la Suisse. Tout d'un coup, il y a des choses et c'est bien quadrillé. Alors, quand on pose la question, on vous répond: ah, mais ça, c'est la condensation des avions. Bon. Maintenant, si vous observez le ciel, toujours, on fait que de l'observation là, et qu'on regarde le ciel pendant la journée, n'importe quand, vous êtes, admettons, au soleil sur votre chaise longue, puis vous regardez le ciel, c'est magnifique, bleu, et puis vous voyez un petit avion qui passe dans le ciel, et puis vous voyez la traînée à l'arrière de cet avion. Et à fur et à mesure que vous avez l'avion qui avance, vous vous rendez compte que la traînée qui est à l'arrière de cet avion, elle disparaît au fur et à mesure. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit le matin. Alors, je ne sais pas, est-ce que le matin, les avions, ils se lèvent, d'ailleurs, on n'entend même pas, on devrait entendre. Des quadrillages pareils, on devrait entendre des avions, parce qu'en général, quand un avion passe, vous l'entendez. Et puis, c'est assez bas. On ne fait que poser des questions. Donc, du coup, les citoyens, nous faisons remarquer ça, nous envoyons des photos de différents endroits de la Suisse, à peu près aux mêmes heures, toujours le matin assez tôt. On s'est dit, bah tiens, on va peut-être demander au Conseil fédéral de quoi s'agit-il. Donc notre question, c'est de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous certifier qu'il n'y a pas de produits toxiques dans ces traînées, si c'est que de la condensation? Alors on a reçu une réponse où tout ce que vous venez de dire, on nous le redit dans la réponse. Ce qui a fait l'objet d'un deuxième courrier auquel on n'a pas encore reçu de réponse, où on a demandé au Conseil fédéral et enfin, à tous les départements de nous certifier par écrit, avec la signature des conseils fédéraux, qu'il n'y avait pas d'épandage de produits toxiques en Suisse. Alors on attend leur réponse, savoir si ils vont être d'accord de nous, parce qu'en fait, s'ils n'ont rien à cacher, s'il n'y a pas de problème, je ne vois pas la difficulté de nous faire un petit courrier. Écoutez, voilà, tout ce qu'on vous a dit, c'est tout à fait juste. Il n'y a aucun épandage en Suisse. D'ailleurs, c'est interdit. Ça, ils le disent bien, c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire. Donc, écoute, ici, on le certifie, puis on signe. Voilà. Alors, on attend. Je suis pas sûr que leur signature vale encore grand-chose, malheureusement, puisqu'à mon avis, ils ont signé pas mal de choses et ne répondront justement pas de leur signature et des conséquences qui découlent. Prochain sujet, prochaine lettre, c'est justement, on va peut-être clore en tout cas ces discussions sur ce sujet, qui est un gros sujet, qui était le sujet en fait de la pandémie et du C19. Et je pense que le MFR avait fait justement déjà des lettres à ce sujet, justement sur les lois qui visaient à discriminer une partie de la population. Et je ne sais pas si c'était déjà
ou encore sous les couleurs des Amis de la Constitution, ou est-ce que vous l'avez déjà fait les couleurs du MFR? Mais en tout cas, c'était aussi un courrier et vous vous opposiez en tout cas clairement à cette politique et à cette votation. Alors en fait, les 2 premiers référendums, le MFR il était pas encore né, donc c'était plutôt sous l'égide des Amis de la Constitution. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que ces 2 référendums, ils n'ont pas été portés que par les Amis de la Constitution. Ils ont fait un travail absolument magnifique, mais il y avait plein d'autres collectifs, notamment en Suisse romande, qui font partie maintenant, qui sont les collectifs partenaires du MFR, qui avaient déjà, beaucoup œuvré à ces référendums. Actuellement, enfin, notre actualité, nous, elle a débuté effectivement par rapport à cette loi Covid au mois de mai 2022, en demandant, on a créé un site qui demande l'abrogation de la loi Covid. D'ailleurs, vous pouvez le trouver très facilement. Vous tapez abrogation loi Covid en un seul, d'une seule traite.ch et vous tombez sur ce site. Et sur ce site, on explique pour quelles raisons cette loi Covid, on doit maintenant l'abroger, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune raison d'exister. Il n'y a rien qui motive de conserver cette loi. Et pourtant, au mois de décembre, tout récemment, certaines dispositions de cette loi Covid ont même été prolongées, dont une disposition extrêmement importante qui est sur le certificat Covid. Donc, certificat Covid, les tests PCR et puis, je crois, le tracing. Sur ces objets qui sont particulièrement importants. Et ils ont été. Normalement, ça devait s'arrêter au 31 décembre 2022 et le Parlement a prolongé sur demande du Conseil fédéral jusqu'au mois de juin 2024. Alors, on se trouve avec une espèce de double actualité. Première actualité sur cet article 6A sur le certificat qui a été prolongé, où là, il y a la collecte des signatures pour le référendum qui est en cours. Nous avons encore un petit mois pour récolter encore environ 30 000. Ouais, il faudra encore 30 000 signatures, ça serait pas mal pour dépasser les 50 000 pour être sûr, de manière à pouvoir faire voter au mois de juin au peuple l'arrêt de cet article. Mais même si ce référendum arrive au bout, que le peuple dise maintenant stop, on ne veut plus de cet article sur le certificat Covid, on arrête avec ça, la loi Covid continue d'exister, elle est toujours là. Et on ne peut pas, par un référendum, la faire disparaître. Ce n'est pas possible, parce qu'elle a été votée 2 fois, donc c'est une loi qui est anticonstitutionnelle, certes, mais démocratique, puisqu'elle a été votée 2 fois. Vous voyez la combinaison de cette loi. Une loi démocratique, puisqu'elle a été votée par le peuple, mais anticonstitutionnelle parce qu'elle viole pas mal de règles de droit de la Constitution. Et ce qui va rester, admettons que le peuple liquide ces certificats, il restera toujours un article extrêmement important dans cette loi Covid, qui est l'article 1. L'article 1, il fixe le cadre de la loi. Et dans le cadre de cette loi, ce qui est le plus important, on donne un maximum de pouvoir au Conseil fédéral dans le domaine sanitaire. Alors vous allez me dire, ouais, bon, c'est juste dans le domaine sanitaire. Si jamais il y a une épidémie, ça serait quand même bien qu'ils aient quelque chose sous la main. Oui, mais non, parce qu'il y a une loi sur les épidémies qui prévoit cette problématique. S'il y a une autre épidémie d'autres choses, il n'y a pas besoin d'une loi Covid qui donne des pouvoirs étendus au Conseil fédéral. Automatiquement, ils pourront faire quelque chose. C'est tout à fait prévu. Donc, il n'y a pas besoin de cette loi. Elle est inutile. En plus, cette loi, elle crée un état d'urgence permanent. Donc, en fait, on est en état d'urgence. Ça, je crois que les gens, ils ne pensent pas parce qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, ils disent, oui, non, mais tout le trafic normal, tout est revenu à la normale. Non, 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 non. On est toujours dans un état d'urgence tant qu'il n'est pas. Tant qu'on n'a pas dit, il n'y a plus d'état d'urgence, on y est. Donc, on est dedans, ce qui signifie que le Conseil fédéral, à tout moment, peut recommencer à remettre des mesures. Il en a les moyens. Il est libre arbitre là-dedans. Il fait ce qu'il veut. Donc, c'est là où il faut comprendre pourquoi c'est important de demander au Parlement, parce que ce n'est pas, malheureusement pas les citoyens qui peuvent faire abroger la loi. Ils peuvent demander au Parlement de voter l'abrogation de cette loi. Donc, c'est extrêmement important, si on ne veut plus de cette loi,
d'aller signer la pétition qui est sur notre site abrogation loi Covid. Alors vous allez me dire, oui, mais une pétition, ça n'a pas de portée juridique. C'est vrai. Mais c'est un des seuls outils démocratiques qu'on peut utiliser à l'heure actuelle. Et cet outil, si on récolte un maximum de signatures, c'est un outil qui peut faire pression sur le Parlement. Alors, je ne dis pas que c'est gagné, mais il faut continuer. En plus, on peut le faire, il n'y a pas, c'est sans fin. On peut signer tous les jours, et on peut demander l'abrogation de la Covid à toutes les sessions parlementaires. On peut le faire. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut absolument créer une pression sur le Parlement qui comprenne qu'il n'y a plus d'état d'urgence, que s'il y avait une autre problématique sanitaire, on a une loi sur les épidémies qui nous permet de réagir. Donc, pourquoi remettre une couche avec cette loi Covid qui, comme je disais tout à l'heure, est anticonstitutionnelle au surplus? Alors, deux questions me viennent. Tout d'abord, comment est-ce qu'on a pu faire voter au peuple une loi qui est anticonstitutionnelle? Et deuxième point, peut-être, comment est-ce que vous voulez que le Parlement abroge cette loi si la majorité y est favorable et même l'a votée? Parce qu'elle a été votée, enfin, il n'y avait plus de la majorité. Enfin, évidemment, vous me direz, mais je crois que c'était peut-être 70 ou 80% des parlementaires qui étaient pour cette loi, non? Oui, ils étaient très nombreux, effectivement. Oui, mais enfin bon, les parlementaires ne sont pas complètement idiots. Je veux dire, ils sont capables de voir qu'il n'y a plus d'état d'urgence et ils sont capables de dire au Conseil fédéral. D'ailleurs, la fonction du Parlement, c'est de quand même tempérer ce que le Conseil fédéral fait. Il y a une séparation des pouvoirs, il faudrait peut-être l'appliquer. Et puis, le Parlement est censé contrôler les décisions du Conseil fédéral. Il ne devrait pas pouvoir faire ce qu'il veut, n'importe comment. Donc, je pense qu'on peut avoir des parlementaires, et il y en a, notamment dans le canton du Valais, vous avez le parlementaire Jean-Luc Ador, qui a qui a fait une interpellation, je crois que ça va être au mois de mars où il va en reparler, au Parlement, justement, demandant l'abrogation de la loi Covid en reprenant la pétition du mouvement fédératif roman. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette pétition, elle est importante. Si vous avez des conseillers nationaux qui commencent à s'y intéresser, c'est bien qu'il y ait quelque chose. Alors bon, c'est peut-être que monsieur adore, mais c'est déjà ça. Et on ne perd pas l'espoir que d'autres conseillers nationaux, et je sais qu'il y en a en Suisse alémanique, maintenant ils en ont marre, ils veulent dire stop avec cette loi. Il y en a un certain nombre qui d'ailleurs contribuent au référendum actuel, et il y en a certainement des tas d'autres qui ne sont pas d'accord non plus avec ça, qui disent peut-être rien, mais qui ne sont pas d'accord. Donc je pense qu'il faut absolument continuer dans cette voie. Et donc, si elle a été prolongée jusqu'en 2020. Pardon, je vous en prie, allez-y. Non, non, non. Moi, le prochain point aussi, c'est votre avis ou peut-être l'avis du MFR. Si elle a été prolongée jusqu'en 2024, est-ce qu'il y aura peut-être un épisode 2 ou 3 de ce qui s'est déjà passé en 2020, 2021, vous pensez? Je n'ai pas une boule de cristal, donc je ne peux pas répondre à votre question. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Une chose est sûre, c'est qu'avec cette loi, des mesures peuvent être remises demain matin. Si tout d'un coup on décide de remettre les masques, ça peut être fait comme ça. Ça, on peut juste garder ça à l'esprit. Oui. Alors bon, Michel Caillé, mille merci d'avoir accepté mon invitation. J'invite les personnes, évidemment, à se rendre sur le site internet du MFR, à aller sur le site internet de la loi abrogation Covid, à s'intéresser un peu à ce qui se passe en Suisse, n'est-ce pas, à ne pas rester passif, à prendre la parole s'ils le souhaitent, évidemment. J'invite aussi les personnes qui ont été intéressées par les sujets abordés dans cette vidéo à mettre dans les commentaires peut-être des choses qui pourraient nous éclaircir ou peut-être approfondir la discussion. Je pense notamment au quadrillage du ciel, car visiblement, ce sont des choses que beaucoup de personnes remarquent, mais qui est très peu cité et relaté dans la presse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer, et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.